Les services rendus par les écosystèmes. On peut remettre en question certaines pratiques forestières. Peut-être allez-vous comprendre pourquoi. L'espèce humaine, c'est un élément parmi d'autres de tous les écosystèmes qu'elle a colonisés. Elle y vit en interaction avec d'autres espèces qui peuvent être parasites, commensales, domestiquées, exploitées. L'espèce humaine, elle affecte le fonctionnement de la plupart des écosystèmes. Pourquoi? Parce qu'elle exploite des ressources, par exemple forestières, en modifiant son biotope local, dans le cas de la sylviculture par exemple, dans le cas de l'érosion des sols, ou bien global, dans le cas de changement climatique ou d'introduction d'espèces invasives. Je répète que l'espèce humaine affecte le fonctionnement de la plupart des écosystèmes en exploitant des ressources, en modifiant le biotope local ou global. Il faut essayer de recenser, d'extraire et d'organiser des informations, notamment historiques, et de demain, pour identifier les impacts des activités humaines sur les écosystèmes. Bien prendre conscience de notre interdépendance avec le monde vivant qui nous entoure. Comprendre que la plupart des forêts actuelles et les autres écosystèmes reflètent aussi un projet d'aménagement. Essayez de vous représenter les forêts françaises métropolitaines. Alors vous avez différentes façons de pouvoir le faire. Je vous laisse le choix. Essayez de décrire l'impact d'une méthode de récolte du bois qui fait aujourd'hui débat. Les coupes rases. Pour ou contre? Alors les coupes rases, c'est quoi? C'est on coupe tout. Vous êtes pour, vous êtes contre? Alors il faut réfléchir, évidemment. Il faut penser qu'il y a des exploitations des ressources forestières. Elles existent, c'est réel. Il y a par conséquent modification du biotope local. Une forêt, c'est le résultat d'un projet d'aménagement. Alors, pas toutes les forêts, évidemment, hein, mais beaucoup de forêts sur le territoire français sont gérées de manière plus ou moins positive. Pensez à la composition des forêts tempérées métropolitaines. Essayez d'imaginer ou de vous informer. Il y a des essences forestières qui sont courantes, une organisation actuelle de ces écosystèmes en vue de leur exploitation, domaine de réflexion évidemment, et il y a des évolutions bien entendu de la surface forestière. Alors en plus, ou en moins, selon que la coupe est plus ou moins importante, dans le cas des coupes rases, eh bien l'évolution de la surface forestière, évidemment, elle est très nulle. Alors une coupe rase, voilà, est-ce que c'est favorable, défavorable? On appelle encore coupe à blanc
ou coupe à blanc et toc. Il y a des conséquences engendrées par l'abattage de la totalité des arbres d'une parcelle d'une exploitation forestière. Alors, on peut faire des comparaisons donc, de types de forêts qui peuvent être des futaies, des taillis, des futaies et taillis et des forêts non exploitées. Quelle est l'organisation de chacune d'entre elles? Dans le cas de futaies, il y a une strate arborée dominante. Dans le cas d'un taillis, il y a une strate unique plus ou moins régulière. De ce fait, dans les futaies et taillis, il y a plusieurs strates. Et pour les forêts non exploitées, il y a par exemple 4 strates verticales, dont une arborée. Par exemple. Quelle est la superficie couverte en métropole concernant ces 4 types de forêts? Pour la futaie, c'est-à-dire lorsqu'il y a une strate arborée dominante, eh bien, la superficie en métropole représente 55%. Pour les taillis, c'est-à-dire lorsqu'il y a une strate unique qui est plus ou moins régulière, eh bien, la superficie couverte en métropole est de 11%. 5 fois moins que pour la futaie. Pour futaie et taillis, étrangement, lorsqu'il y a plusieurs strates, eh bien étrangement, on est à 28%. Et pour les forêts non exploitées, 6%. 6% de forêts non exploitées. C'est pas beaucoup. Le peuplement végétal de ces 4 types de forêts, pour la futaie, eh bien, ce sont des feuillus et ou des résineux. Alors les feuillus, ce sont des arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qui vont tomber à l'automne. Les résineux, eux, ce sont des petites aiguilles et les feuilles ne tombent pas à l'automne. Ça ne veut pas dire qu'elles tombent jamais, hein. Ça veut dire que c'est pas tout d'un coup à l'automne. Donc peuplement végétal de la futaie, donc ce sont des feuillus et ou des résineux. Pour les taillis, le peuplement végétal, c'est uniquement des feuillus. Donc ça veut dire que mi-automne ou à la fin de l'automne et en hiver, il n'y a plus aucune feuille dans les arbres de toute la forêt, puisqu'il n'y a pas de résineux. Dans les futaies et taillis, on retrouve des feuillus et ou des résineux, ce qui paraît logique lorsque l'on sait que dans une futaie, il y a des feuillus et ou des résineux. Et pour les forêts qui ne sont pas exploitées, c'est le même principe, on a à la fois des feuillus et des résineux. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a que des feuillus ou que des résineux, ça peut être l'un ou l'autre. On peut avoir des forêts de résineux, des forêts de feuillus, ou des forêts mixtes à la fois de feuillus et de résineux. Quelle est l'origine des arbres de ces types de forêts? Alors dans la futaie, eh bien, il y a une strate arborée dominante, eh bien ce sont des feuillis, des semis naturels ou des plantations. Donc soit c'est naturel, soit il y a des plantations, alors par l'homme, hein, bien entendu, pas par les animaux. Dans le taillis, l'origine des arbres, c'est rejet de souches après une coupe rase. Ah, tiens, une coupe rase. Tout à l'heure, vous avez réfléchi, vous dites, tiens, on a fait des coupes rases et là, on va en faire des taillis. Ça veut dire qu'on coupe un arbre, il y a un tronc qui est enlevé, reste le tronc qui reste ancré au sol, et à partir de cet endroit-là, on a des rejets qui vont se mettre à pousser et qui vont redonner des arbres. Concernant les futaies et taillis, eh bien l'origine des arbres, ce sont des semis naturels ou des plantations,
ou bien des rejets de souches. L'origine des arbres dans la forêt non exploitée, eh bien, ce sont des semis naturels. Autrement dit, les arbres ont leurs graines qui tombent et ces graines vont germer selon les lois de l'écosystème particulier correspondant à ces forêts non exploitées. Le mode d'exploitation de ces 4 types de forêts, alors pour la futaie, coupe rase, régulière ou éclaircie. Tiens, on retrouve la notion de coupe rase. Donc, des futaies peuvent résulter d'une coupe rase. Mais le mode d'exploitation correspond à des coupes rases. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, coupe rase régulière ou éclaircie. Concernant les taillis, eh bien, coupe rase à maturité du peuplement. Et concernant le mode d'exploitation des futaies et taillis, eh bien, coupe rase progressive ou éclaircie. Éclaircie, évidemment, ça veut dire on coupe pas tout. On éclaircit, on en coupe ici et là pour éclaircir l'ensemble. Dans les forêts qui ne sont pas exploitées, bien entendu, il n'y a pas de coupe, donc absence de coupe. Alors, et si l'on parlait de biodiversité végétale dans ces 4 types de forêts? Alors, dans les futaies, biodiversité végétale est faible. Même chose pour les taillis. Par contre, pour futaies et taillis, la biodiversité végétale est moyenne. Et dans les forêts qui ne sont pas exploitées, la biodiversité végétale est importante. Alors, l'avantage des coupes rases, vous avez pu y réfléchir, c'est essentiellement économique. Il y a bien entendu une réduction des coûts d'exploitation. Il s'agit là de mobiliser sur très peu de temps et localement, sur un endroit bien précis, des engins qui vont pouvoir couper les troncs, en fait, et les transporter. La main-d'œuvre également n'est pas dispersée et les frais engendrés vont être moindres. Mais les inconvénients, toutefois, sont environnementaux. Évidemment, si on coupe tout, on détruit une partie de la biodiversité. Les animaux qui vivent là, si par exemple vous avez un arbre, vous avez un nid. Dans un arbre, si on coupe l'arbre, le nid, s'il y a des oiseaux dedans, les oiseaux vont mourir. Bon, par exemple. Donc on peut tout imaginer sur une coupe rase. Alors, donc ça veut dire qu'on met des sols à nu, et dans ces conditions, il va y avoir très certainement, alors selon les endroits, selon qu'il y a plus ou moins d'eau qui tombe, il peut y avoir une érosion importante, et de ce fait-là, des reliefs vont être marqués. Il peut y avoir des inondations, suite évidemment à la remontée de la nappe phréatique, en absence d'absorption de l'eau par les racines des arbres. Le rôle des arbres est très important au niveau de l'absorption de l'eau. Et si l'eau n'est pas absorbée par les arbres, bien entendu, le niveau de la nappe phréatique va augmenter. D'autre part, donc, il peut y avoir des sols tassés, qui se trouvent tassés, à cause du passage des engins qui vont faire la coupe rase. Donc ça veut dire que ces engins vont modifier la structure du sol, et créer des reliefs plus ou moins importants. Un autre inconvénient, c'est qu'il va y avoir une détérioration de cet endroit pour un nombre d'années relativement important. Donc ça veut dire que les services écosystémiques rendus par ces forêts sont détruits. Ça veut dire on fait une coupe rase, bien entendu, c'est favorable localement et à un moment donné pour l'économie. Mais sur le long terme, les arbres ne vont pas pousser comme ça du jour au lendemain. Il faut quelquefois de très très longues années, des décennies,
pour qu'une forêt puisse s'établir à nouveau. Bon, après on peut y réfléchir. Autre problème que l'on peut discerner, c'est la surexploitation au niveau des forêts tropicales. Alors, il y a des écosystèmes mondiaux, beaucoup d'écosystèmes mondiaux en fait sont impactés, et il y a une perte mondiale de biodiversité avec des conséquences néfastes pour les activités humaines, notamment diminution de la production, pollution des eaux et développement de maladies, et puis bien d'autres choses encore. Il s'agit donc pour nous de prendre conscience de la responsabilité humaine et du débat sociétal face à l'environnement et au monde vivant. Alors, on a dit donc forêt tropicale. Nous avons vu précédemment donc des exemples de coupe rase au niveau d'une forêt française. Donc là, nous essayons de comprendre le cas d'une forêt tropicale qui est trop humide. Qui est, alors pas forcément trop humide, mais humide en tout cas. Donc là, on prend le cas d'une forêt humide. Tout à l'heure, on avait pris le cas en métropole, en France, donc d'une forêt dans des lieux tempérés. Là, on prend le cas où il y a beaucoup d'eau, il pleut relativement beaucoup, les sols sont humides, puisque s'il pleut beaucoup, évidemment, l'eau tombe sur le sol, elle s'enfonce dans le sol. Alors bien que les arbres captent l'eau au niveau des racines, s'il pleut beaucoup, il y aura un surplus d'eau et le niveau des nappes phréatiques va largement être impacté. Donc on sait que dans ces forêts, tropicales, eh bien, il y a une biodiversité importante, mais également on peut s'inquiéter sur la disparition d'espèces connues par les médias, par le grand public. Donc, essayez de vous représenter cette forêt, essayez de chiffrer sa perte annuelle, donc sa régression annuelle. Alors, en comparant, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé autrefois et ce qui risque de se passer demain. Donc, il y a des conséquences, si la forêt tropicale disparaît ou s'il y a une surexploitation de ces forêts tropicales, il va y avoir des conséquences. Alors, vous pouvez essayer de vous représenter donc les 5 grands types de forêts dans le monde, ainsi que l'évolution de leur surface que vous allez pouvoir vous procurer sur Internet entre, par exemple, prenez les années entre 2000 et 2015, que vous allez pouvoir trouver sur un graphique. Donc la comparaison va pouvoir être aisée sur un graphique concernant ces 5 grands types de forêts dans le monde. Donc, ensuite, vous pouvez essayer de comparer les surfaces forestières tropicales. Alors, il y a différentes possibilités. Vous prenez par exemple le Brésil. Donc, vous pensez au SIG. Donc, essayez de trouver ce que signifie SIG, Global Forest Watch, enfin, globalforestwatch.org notamment. Et puis, vous allez pouvoir donc réaliser ce suivi par vous-même et prendre conscience par vous-même donc de l'impact de la surexploitation au niveau de ces forêts. Alors, essayez dans ce travail de suivre de manière différenciée pour n'importe quel état dans le monde ce qui se passe au niveau de ces forêts surexploitées, au niveau de ces forêts tropicales. Lorsqu'il y a une exploitation intensive des ressources de l'écosystème, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences. Première conséquence, c'est le développement d'une maladie émergente, par exemple l'ulcère de Buruli. Et deuxième chose très importante, c'est qu'on va avoir la perte de la biodiversité. Donc à travers ces 2 exemples, vous pouvez prendre conscience
de ce que peut apporter ou provoquer une surexploitation des forêts tropicales. Alors, essayez donc de relever dans un graphique le fait qu'une forêt tropicale perd annuellement environ, par exemple, 6000 milliers d'hectares, c'est-à-dire 6 millions d'hectares, et si vous avez trouvé le bon document, donc entre 2000 et 2015. Au Brésil, entre 2001 et 2017, il y a eu une diminution de 50,9 millions d'hectares, pour elle seule, soit annuellement une perte de presque 3 millions d'hectares. Quels sont les impacts donc d'une surexploitation de forêts tropicales? Est-ce qu'elles sont perceptibles? Est-ce que vous avez pu reconnaître en fait ces impacts? Vous faites une déforestation. Essayez de comprendre comment elle favorise la multiplication d'une bactérie que l'on appelle Mycobacterium ulcerans, et de ce fait-là, augmenter le risque de transmission de la maladie que l'on appelle l'ulcère de Buruli, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous commencez à surexploiter, notamment le pétrole, lorsqu'il y a une surexploitation pétrolière, dans un parc équatorien par exemple, eh bien, en conséquence, vous allez pouvoir prendre conscience qu'il y a une perte de la biodiversité locale par la destruction et la pollution du milieu, évidemment. Le pétrole, toujours le pétrole, encore le pétrole, mais les réserves s'épuisent. Et la recherche du pétrole a un impact également lorsque l'on veut surexploiter une forêt au profit, par exemple, d'une exploitation pétrolière. Donc il y a beaucoup d'exemples possibles, comme celui d'un arbre qu'on appelle l'IP, IP, E accent aigu, dont les méthodes de récolte ne préservent pas du tout l'environnement. Donc vous allez pouvoir vous faire l'idée de ce que cela représente en tapant IP, surexploitation, etc. Donc c'est un arbre dont le bois est très dense, très dur, et donc qui a une très grande valeur marchande, puisque à l'heure où je vous parle, il y a 2500 $ au mètre cube exportés. C'est énorme. Donc cet arbre-là, ce bois, est très recherché. Pourquoi? Parce que on peut fabriquer diverses choses, donc des tables, etc., des meubles, des parquets, donc qui peuvent se faire en Europe, aux États-Unis, etc. Donc il y a une exportation qui est relativement importante. Et puis on sait bien que si on a un certain nombre de mètres cubes, à 2500 $ le mètre cube, évidemment les gens ne vont pas se priver de surexploiter ce type de forêt avec ce type de bois. Donc vous pouvez constater qu'il y a une dissémination de l'IP dans les massifs forestiers lorsque la récolte dégrade l'écosystème en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de nombreux arbres d'autres espèces qui vont être détruits afin d'accéder aux IP. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. La forêt, c'est aussi donc des services qui vont être rendus et on n'y pense pas toujours. Bon, des services, on va dire, insoupçonnés. L'humanité, elle tire un grand bénéfice de certaines fonctions assurées gratuitement par les écosystèmes. Donc c'est ce que l'on appelle des services écosystémiques ou écologiques. Bon, allez, disons écosystémiques. Donc ça concerne principalement 3 choses: l'approvisionnement, par exemple en bois, en champignons, la pollinisation, les fruits et les graines. Services écosystémiques également de régulation, par exemple dépollution de l'eau et de l'air, lutte contre l'érosion, lutte contre les ravageurs et certaines maladies, et recyclage de matières organiques également, concernant également la fixation du carbone, etc., etc. Bon, il y a de très nombreux exemples. Et puis, services écosystémiques de culture, alors socio-culturels, entre guillemets,
ça peut être quelque chose de récréatif, ça peut être des valeurs patrimoniales, etc. Donc là, il s'agit de bien comprendre qu'il faut mettre en œuvre une démarche de projet, notamment si vous travaillez sur ce sujet, et bien mettre en œuvre cette démarche en faisant une recherche documentaire, faire éventuellement des récoltes sans dégrader la biodiversité évidemment, assurer des traitements de données sur divers sites que vous allez pouvoir avoir des informations. Donc vous allez pouvoir appréhender donc ces services écosystémiques, ces acteurs et ces mécanismes et proposer des solutions de gestion durable des écosystèmes. Donc on a vu précédemment qu'il y avait certaines utilités dans les forêts tempérées pour la production de bois. Bon, on a vu qu'il y avait des coupes rases, hein, c'est pas toujours ingénieux, mais bon, ça existe. Quelquefois c'est bénéfique, quelquefois non. Donc on a parlé également des forêts tropicales qu'il faut préserver, forêts tropicales humides. Ensuite, il s'agit d'essayer de comprendre donc les services rendus à l'humanité par l'écosystème forestier concernant donc ces services écosystémiques évidemment. Alors, prenons l'exemple, essayez donc de trouver des informations, alors sur le site de l'ONF, hein, c'est possible, ou ailleurs, hein, sur la plus grande forêt domaniale de France. Il existe donc des services écosystémiques qui sont rendus et qui sont répertoriés de manière, alors pas exhaustive, on va dire de manière non exhaustive. Prenez par exemple la forêt d'Orléans. Essayez de la localiser géographiquement, de voir sa superficie, son peuplement végétal et les activités qui sont proposées, pratiquées dans cette forêt en fait. Essayez de comprendre ce que signifie service écosystémique. Essayez de définir ce que signifie réellement service écosystémique. Il y a, alors selon Claire Tirard, il y a une émergence du concept de service écosystémique qui est l'étape majeure, la plus récente du long cheminement vers le développement durable, c'est-à-dire vers une mise en cohérence du développement humain avec les dynamiques naturelles. Alors voilà là une phrase bien compliquée, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc il y a 4 grands types de services écosystémiques qui sont rendus dans la forêt d'Orléans. Essayons de comprendre. Il faut comprendre que ce sont les diverses catégories de services écosystémiques qui sont rendus. Si on relève ces services en fait dans la forêt domaniale d'Orléans, eh bien, on peut imaginer quoi? Eh bien, on peut imaginer qu'il y a plusieurs types de services écosystémiques rendus. Services de régulation, d'approvisionnement culturel. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 services, hein, je ne vous parlerai pas du 4e, mais il peut englober globalement donc, des grands cycles biogéochimiques, biogéologiques, bon, par exemple cycle du carbone, etc. Donc j'en parlerai pas là, hein, c'est pas trop l'objet aujourd'hui. Donc on se contente simplement des services de régulation, d'approvisionnement et services culturels. Alors prenons l'exemple donc d'un service d'approvisionnement. Eh bien ça peut être dans cette forêt, donc la forêt d'Orléans, ça peut être fabrication de plaquettes de bois pour un chauffage urbain. Donc c'est bien un approvisionnement, hein, donc c'est bien un service écosystémique. Ça peut être la collecte de cèpes de Bordeaux, donc des champignons, c'est bien un approvisionnement. Et dans la forêt d'Orléans, donc on trouve un nombre relativement important de cèpes de Bordeaux. Alors, à l'automne, il y a également l'eau potable de qualité, qui est un service d'approvisionnement également. Deuxième type de service écosystémique rendu dans la forêt d'Orléans, c'est le service de régulation, par exemple, concernant les nitrates.
Alors on sait tous que les nitrates peuvent poser des problèmes. Eh bien, il y a filtration des nitrates de l'eau souterraine. Donc ça veut dire qu'au niveau des nappes phréatiques et au niveau des collectes d'eau, on aura moins de nitrates en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a bien une filtration de ces nitrates dans la forêt. Et donc c'est bien un service écosystémique de régulation. Et puis il y a le côté culturel correspondant à ce service écosystémique dans la forêt d'Orléans. Par exemple, on peut observer certains oiseaux. Alors, le balbuzard, admettons. On peut observer des orchidées également. Mais on peut faire également des promenades, des randonnées, faire son circuit de promenade. Voilà, se promener, c'est bien culturel. Socio-culturel, c'est quelque chose qui est agréable et qui est apporté par cette forêt d'Orléans, mais dans bien d'autres forêts, c'est le cas également. Il peut également y avoir des activités cinégénétiques diverses. Alors ciné, hein, c'est pas le cinéma, hein. C'est C-Y-N-E accent aigu et gétique, cinégétique, pas cinégénétique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, cinégétique. Alors, donc voilà, vous pouvez trouver par vous-même donc des exemples de services écosystémiques. Vous pouvez faire votre démarche et vous faites une démarche d'investigation dans une forêt, par exemple, qui peut être proche de chez vous. Vous essayez de voir, eh bien, près de chez vous, qu'est-ce qu'il y a comme service écosystémique qui peut être apporté au niveau de l'approvisionnement, de la régulation, services culturels, etc. On a pris l'exemple de la forêt d'Orléans, mais il n'y a pas que la forêt d'Orléans. Alors, donc on a dit, il y a des services écosystémiques, régulation, approvisionnement, culture. Attendons-nous un petit peu sur les services écosystémiques de régulation. Alors, on a dit tout à l'heure que l'humanité, elle tire un grand bénéfice des fonctions assurées gratuitement par les écosystèmes. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, avant de présenter les services écosystémiques. Alors, là, on redit la même chose, ce sont encore des services écosystémiques, puisque là, on va parler aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais dans cette partie donc, de services de régulation, par exemple, régulation de la dépollution de l'eau, comme on avait vu avec les nitrates, mais également, on peut avoir une régulation de l'air. Si l'air est trop pollué, eh bien, les forêts, ou les services écosystémiques rendus par les forêts peuvent être une filtration de l'air. Mais on peut également avoir un recyclage de la matière organique. On peut avoir également fixation du carbone, fixation de l'azote, etc. dans les nodosités au niveau de certaines légumineuses, par exemple. Donc notre santé, elle dépend en particulier de celle des écosystèmes qui nous entourent. Donc il s'agit de connaître des débats qui existent autour de la monétarisation des services écosystémiques. L'argent, toujours l'argent. Comprendre l'importance de la démarche scientifique dans une gestion éclairée et modulable des écosystèmes afin de profiter durablement de ces services écosystémiques. Alors, on avait introduit donc précédemment la notion de service écosystémique, vous vous souvenez, régulation, approvisionnement, socio-culturel, service socio-culturel. Eh bien, ici, on essaie de comprendre, d'approfondir un petit peu plus ce service de régulation à travers deux exemples. Tout d'abord, la régulation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et deuxièmement, alors vous savez que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre et qu'il contribue au réchauffement de la planète. Alors, ne pas oublier que l'effet de serre, le réchauffement de la planète, ce n'est pas dû qu'à l'homme. L'homme contribue à augmenter cet effet de serre, mais il n'est pas responsable de l'effet de serre naturel. Bon, ça c'est un autre débat. Donc là, il s'agit, à travers ces deux exemples, dans le premier exemple, donc on a dit notion de cycle biochimique du carbone, et le second va s'appuyer donc sur la régulation de la disponibilité et de la qualité d'eau potable. Alors, là, on se souvient que on avait parlé autrefois de gestion durable des agrosystèmes. Alors notamment, c'était le programme de seconde. Là, vous êtes en première scientifique.
première spé en fait. Donc essayez de jeter un œil sur cette gestion durable des écosystèmes, correspondant à notamment en relation avec la qualité de l'eau potable. Donc si on prend la notion de monétarisation, eh bien ça veut dire que dans ces deux exemples, on peut avoir une approche positive du principe de monétarisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des services de régulation qui seront abordés un petit peu plus tard et qui vont permettre de comprendre que donc ce service s'appuie sur une gestion confortable, normale, de l'argent en relation avec ces services de régulation qu'apportent les forêts. Bon, je ne m'éternise pas trop sur ce domaine, dans ce domaine de monétarisation. En fait, j'aime pas trop ça. Bon. Donc, il existe d'autres systèmes de régulation qui seront abordés, que vous pouvez aborder avec votre enseignant. Bon, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Donc, il y a bien donc mis à part ce problème de monétarisation, eh bien, il y a bien un problème autre qui est propre à la nature et l'homme est en partie responsable, c'est bien le réchauffement climatique. Donc on a bien, et notamment vous pouvez voir dans la forêt de SHE2SE en Moselle, sur le site de l'INRA, que les écosystèmes forestiers sont des puits de carbone. Ça veut dire quoi, puits de carbone? Eh bien ça veut dire que lors de la photosynthèse, il y a bien des composés organiques qui vont être fabriqués, créés par les plantes au cours de la photosynthèse. Et donc ça correspond à la fixation du carbone. Donc plusieurs molécules de dioxyde de carbone vont s'assembler entre eux pour former donc des molécules organiques. Et les molécules organiques, on a bien des atomes de carbone qui sont fixés dans ces molécules organiques. Donc on a bien dans ces forêts des puits de carbone, ça veut dire qu'il y a beaucoup de carbone. Donc le fonctionnement peut cependant être perturbé, évidemment, et vous pouvez vous amuser sur une animation au niveau du média, vous amuser à compléter donc, vos recherches pour mobiliser vos acquis sur le cycle du carbone qu'on a vu dans les années précédentes. Ensuite, vous pouvez vous intéresser à une forêt en tant que réservoir d'eau, mais aussi en tant que système de filtration et de dépollution. Donc là aussi, vous avez des données qui sont mesurées, qui sont simples et qui permettent de vérifier l'intérêt, en fait, au travers de l'exemple de RIPI-SYLVE. Alors ça s'écrit RIPI-SYLVES. Vous avez un rôle des forêts. Le rôle de régulateur. On est bien dans les services écosystémiques de régulation. La forêt, c'est un régulateur. Régulateur de quoi? Eh bien, dans ce cas-là, du débit des rivières. Alors, régulation lorsqu'il y a des crues ou lorsqu'il y a de la sécheresse. Donc, voilà, c'est une façon de réguler. Donc là, on a bien compris qu'il y a une certaine importance à connaître donc la gestion de ces écosystèmes, notamment lorsque ces écosystèmes nous apportent des services écosystémiques de régulation. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, j'aime pas trop parler d'argent. Bon. Eh bien, on peut développer une certaine notion que l'on appelle monétarisation, qui consiste à affecter plutôt une valeur monétaire aux services rendus par les écosystèmes. Alors, c'est un petit peu mieux que les relations entre les hommes dans lesquelles il y a de l'argent qui circule en fait. Mais là, on se dit, les forêts nous apportent des services écosystémiques. Quelle valeur monétaire cela peut-il représenter? Donc on prend évidemment un écosystème donné et on dit, si par exemple il y a un service de régulation, ça coûte combien? Quelle valeur cela représente au niveau de la monnaie? Donc on peut calculer de différentes façons. Donc ce chiffrement monétaire. Alors si la monétarisation n'est pas sans poser de problème point de vue de facilité des valeurs données, donc du droit moral de donner une valeur à la nature éthique, c'est un problème éthique. Ça veut dire
est-ce qu'on peut donner à la nature une valeur de monnaie, d'argent? Vous comprenez pourquoi j'aime pas trop parler d'argent dans la nature. C'est un problème éthique et on est bien dans cet objectif de comprendre que est-ce que on peut se permettre de donner à la nature quelque chose qui est monétaire. Alors après vous allez dire, il n'y a pas de sentiment dans la nature, il y a une biodiversité quand même. Bon, allez, on ne va pas philosopher là-dessus. Donc ça veut dire que qu'est-ce que l'on peut faire, quelle utilisation on peut en faire concernant ces valeurs? Est-ce qu'on peut acheter des droits pour polluer l'atmosphère? Alors essayons de voir, plutôt que voir les côtés négatifs, essayons de voir le côté positif de cette façon de faire qui conduit à l'augmentation de surface boisée. Alors vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, si l'on part d'un service d'approvisionnement, on ira ensuite vers le service de régulation et nous terminerons par le service culturel et nous allons essayer de voir si l'on peut chiffrer ou simplement rester en ne donnant pas de valeur monétaire à l'écosystème. Est-ce qu'on peut donner une valeur monétaire à un écosystème? Globalement, c'est ça. Sachant que ces écosystèmes nous donnent des services, approvisionnement, régulation culturelle. Alors, concernant d'abord le service d'approvisionnement que l'on additionnera au service de régulation et que l'on additionnera également avec les services culturels pour donner une valeur monétaire à l'écosystème. Donc là, on précise un petit peu plus. Service d'approvisionnement, valeur marchande des produits issus, par exemple, de l'exploitation forestière. Par exemple, quel est le prix du bois de chauffage? Donc voilà un premier service d'approvisionnement. On ajoute un service de régulation concernant le coût des installations mises en place en cas d'absence du service de régulation. Par exemple, construction d'une station d'épuration. Par exemple, si l'écosystème perd son service de régulation, eh bien l'homme peut remplacer ce service en construisant lui-même une station d'épuration. Donc vous voyez que ce service de régulation s'ajoute au service d'approvisionnement que nous avons vu tout à l'heure. Mais concernant ce service de régulation, on peut avoir également des valeurs définies par réglementation, par exemple le prix de la tonne de carbone fixé dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc là, vous avez donc deux choses au niveau de ce service de régulation. Additionnons donc ces services d'approvisionnement et de régulation aux services culturels que représentent les valeurs créées par la fréquentation en fait des espaces forestiers, par exemple la chasse et le tourisme. Donc si on rassemble ces trois valeurs, entre parenthèses monétaires, par exemple prix du bois de chauffage concernant le service d'approvisionnement, prix de la construction d'une station d'épuration concernant le service de régulation, prix de la lutte contre le réchauffement climatique en payant le prix de la tonne de carbone dans le service de régulation, prix de la chasse et du tourisme, quand on peut aménager les choses dans le service culturel, eh bien, on a une valeur qu'on appelle une valeur monétaire de l'écosystème. Alors, bien entendu, ces services plutôt dépendent de l'écosystème considéré. Si on prend une forêt, évidemment, on n'aura pas la même valeur monétaire de l'écosystème forêt que par exemple l'écosystème d'une rivière, d'un lac, de l'océan, pourquoi pas. Alors, si vous avez trouvé les bons documents, donc vous voyez que dans la forêt de HE2SE, il y a un flux net de dioxyde de carbone négatif. Globalement, de 19h à 5h du matin environ, et très certainement au cours d'une journée d'été, journée estivale. Et puis, il y a un flux net de CO2 positif de 5h à 19h. Donc là, ça veut dire que la surface représentée dans une forêt, donc
dans la forêt de Hesse concernant ce flux net de CO2, eh bien, on voit que le positif est plus important que le négatif. Alors, c'est en relation, bien entendu, avec la photosynthèse. Donc, globalement, on peut dire que l'écosystème forestier va capturer plus de CO2 qu'il n'en rejette. Donc, c'est intéressant, ça. Parce que, étant donné que le CO2 est un gaz à effet de serre, s'il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, il y aura moins d'effet de serre. Alors, cela est vrai à l'échelle de plusieurs années, et lors des trois premières années que vous avez pu mesurer dans la forêt de Hesse, eh bien, le flux net positif de CO2 est supérieur au flux net négatif. Alors, même si localement, à un moment donné de l'année, c'est pas vrai, mais si on regarde sur le long terme, en fait, par exemple sur 3 ans, on s'aperçoit que c'est vrai sur le long terme, en fait. Alors, plus ou moins long terme, parce que 3 ans, c'est pas vraiment le long terme. Alors, donc, au niveau de cette forêt, hein, donc, on a vu qu'il y a un flux net positif de CO2, mais il ne faut pas oublier que l'homme également va libérer du CO2. Il y a des activités humaines donc, qui vont rejeter dans l'atmosphère des quantités relativement importantes de CO2, et comme on rappelle que le CO2 c'est un gaz à effet de serre, eh bien l'homme contribue à augmenter cet effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Donc l'homme contribue bien au réchauffement climatique, qui est naturel évidemment, mais l'homme contribue à accentuer ce réchauffement climatique, donc cet effet de gaz à effet de serre entre guillemets. Donc ça veut dire que les forêts vont essayer de moduler ce phénomène de surplus par l'homme en fait, en essayant de piéger le CO2 au sein de la biomasse des arbres, mais aussi au niveau du sol. Au niveau du sol, il y a également des plantes. Bon, il y a une matière primaire, entre guillemets, donc tout ce qui est végétal globalement, qui vont, grâce à la photosynthèse, eh bien, pouvoir piéger ce dioxyde de carbone, puisque la photosynthèse, ça permet à partir du piégeage de CO2, alors c'est pas piégeage, c'est capture de CO2, utilisation de CO2, pour former de la matière organique. Donc ça veut dire que ces forêts sont bien des puits de carbone parce que il y a un piégeage du CO2 qui rend ce CO2, donc le carbone du CO2 en tout cas, donc piégé dans la matière, dans la biomasse de ces forêts par exemple. Donc au niveau de toutes les strates, que l'on prenne les strates au niveau du sol ou les strates au niveau de la cime des arbres, eh bien il y a bien une photosynthèse qui existe. Alors, certains facteurs vont limiter l'efficacité de ce service écosystémique rendu par la forêt. Donc ça veut dire que quelquefois l'activité photosynthétique d'une forêt va diminuer quand le nombre de jours sans pluie par exemple va augmenter. Or, donc ça veut dire quoi? Donc on dit l'activité photosynthétique d'une forêt diminue quand le nombre de jours sans pluie augmente. Donc, du fait du réchauffement climatique, il y a des périodes de sécheresse qui vont devenir plus fréquentes et plus longues, d'où une dégradation de ce service de régulation. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le service écosystémique. Ça veut dire que, bien sûr qu'il va y avoir une tendance à ce qu'il y ait une régulation de ce service, mais l'excédent produit par l'homme fait que ce service de régulation va tendre à être dégradé. D'autre part, il y a tous les ans, quels que soient les pays, alors dans les pays chauds, il y a beaucoup de sécheresse en fait, des incendies de forêt qui peuvent aussi limiter l'efficacité de ce service écosystémique. Alors, il faut gérer les eaux, gérer les forêts. Pourquoi? Parce que les eaux, les forêts, les étangs, les lacs, les mers,
vont rendre des services que l'on appelle bien des services écosystémiques. Par exemple, si vous prenez dans le cadre de la régulation, du service écosystémique de régulation, le débit des rivières. Il y a une régulation du débit des rivières. Donc ça veut dire qu'il va y avoir également en parallèle une régulation du débit des fleuves et de l'alimentation de nappes phréatiques. Puisque les rivières, les fleuves sont des eaux qui sont en surface, mais n'oublions pas qu'il y a dans le sous-sol, en fait, de l'eau également, dont le niveau va plus ou moins augmenter. C'est le niveau des nappes phréatiques qui va être plus ou moins haut selon que la période est une période de sécheresse ou de pluie intense, etc. Donc ça veut dire que on va avoir une régulation du débit des rivières, des fleuves et de l'alimentation des nappes phréatiques en assurant ce que l'on appelle une fonction de stockage. Il y a le stockage de l'eau, en fait. Alors, il y a pour certaines régions, en fait, donc une unique source d'eau potable, notamment pour les régions qui n'ont pas de nappe phréatique souterraine. Et c'est le cas, par exemple, sur les îles, qu'elles soient volcaniques ou autres, qu'elles soient habitées ou autres, eh bien, il n'y a pas tellement de nappe phréatique, puisque les îles sont au milieu des océans. Bon, pas au milieu, mais dans les océans. Ensuite, on peut avoir ce que l'on appelle au niveau des nitrates, donc on sait bien que les nitrates vont polluer, lorsqu'ils sont en excès, eh bien, il y a une limitation de la pollution en nitrate. Et lorsque vous observez la ripisylve, elle est épaisse aux abords d'un cours d'eau et moins présente lorsqu'il y a une concentration élevée. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez une limitation de la pollution en nitrate. En effet, on observe que plus la ripisylve est épaisse aux abords d'un cours d'eau, et moins celle-ci présente une concentration en azote élevée. Alors, bon, peut-être que je me suis mal exprimé. Les racines et les organismes du sol associés au boisement assurent la filtration et l'épuration de l'eau qui rejoint le cours d'eau. Alors, donc si on revient au problème de monétarisation des services écosystémiques, eh bien ça veut dire qu'on a bien une valorisation des couverts forestiers qui vont s'ajouter aux services déjà existants. Si vous prenez un service de régulation rendu par les forêts, notamment dans le cadre de la gestion des eaux, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait entre 120 et 210 euros par hectare et par an, alors que le service rendu vis-à-vis de la séquestration du carbone est évalué à 560 euros par hectare et par an. Or, si on reboise, si le service de reboisement est moins onéreux que de construire une station d'épuration, par exemple, à ce moment-là, on peut décider, les villes peuvent décider de replanter des forêts autour des captages notamment, qui permettraient de rendre ce service écosystémique relativement intéressant. Bien entendu, des reboisements sont entrepris pour compenser le fait que certaines entreprises et collectivités vis-à-vis des émissions du CO2 sont, elles, responsables. Donc elles sont responsables. Par conséquent, c'est un petit peu normal que par rapport à cette monétarisation, il y ait de quoi payer, de quoi rembourser, entre guillemets, la note globale. Donc la monétarisation des services rendus par les forêts a conduit à augmenter leur superficie. Toutefois, donc, il y a toujours des entreprises qui vont profiter de ce système pour s'octroyer des droits supplémentaires, donc droits de pollution ou encore droits de réaliser des aménagements immobiliers ou des infrastructures donc jugées plus rentables qu'une forêt elle-même. Donc ça veut dire que les industriels ou les gens qui vont entrer en compétition avec ces services écosystémiques vont donner une valeur marchande en fait à la forêt, et le fait que cette valeur marchande soit intéressante pour eux va faire qu'ils vont pouvoir exercer une certaine pression au niveau des collectivités,
et faire en sorte que finalement, eh bien, c'est eux qui vont décider et avoir raison et détruire donc tout ce qui est écosystèmes locaux en tout cas, ou à plus ou moins grande échéance, à plus ou moins grande échelle. Le profit de l'argent, toujours vers le profit de l'argent. Alors, est-ce que l'on peut parler de gestion durable des écosystèmes? Eh bien, la connaissance scientifique des écosystèmes, alors on parle là d'écologie évidemment, peut permettre une gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l'activité économique et un maintien des services écosystémiques. Il s'agit donc de mettre en œuvre une démarche de projet, alors toujours comme précédemment, vous faites des recherches documentaires, vous pouvez faire des récoltes, vous pouvez traiter des données pour faire appréhender les services écosystémiques, donc notamment ces acteurs et ces mécanismes, et proposer des solutions de gestion durable des écosystèmes. Alors, il s'agit de montrer qu'une connaissance scientifique poussée des écosystèmes forestiers peut permettre de maintenir les services d'approvisionnement, comme c'est le cas par exemple de la forêt de Landes, la forêt des Landes en fait. Mais il y a également d'autres services, par exemple de support à la biodiversité, de régulation et culturelle également, de façon sans doute plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Donc là, on propose, ou on oppose, plutôt on va opposer, le modèle de sylviculture landaise en futaie monospécifique régulière, techniquement très abouti et durable, d'où le label PEFC, et un modèle de sylviculture en futaie irrégulière, jardinée, s'appuyant sur un plus grand nombre d'espèces. Là, il s'agit de comprendre que les forêts ne sont pas des environnements naturels dans ces conditions-là, mais des milieux gérés par l'homme, du moins en France métropolitaine, et d'autre part, c'est aussi l'occasion de permettre d'exercer un esprit critique par rapport au mode d'exploitation dont la durabilité est indiscutable et discutable également, en fait, par certains aspects, notamment par le manque de la biodiversité, la régénération artificielle ou les coupes rases, dont nous avons parlé précédemment. Alors évidemment, tout cela fait écho lorsque tous ces problèmes sont réunis ensemble, évidemment, et lorsque l'on évoque ces problèmes et que l'on se heurte notamment à des problèmes bioéthiques. Alors, problèmes bioéthiques, voilà, chacun son avis. Donc, il faut prendre conscience de toutes ces problématiques, notamment dans la forêt des Landes, alors pas notamment, mais par exemple dans la forêt des Landes, et certaines parcelles aujourd'hui sont préservées et sont aménagées pour favoriser le maintien de la biodiversité. Alors, concernant cette forêt landaise, eh bien, on peut parler de cycle de production et on peut souligner également ce que l'on appelle l'expertise technique et scientifique qui est nécessaire au bon fonctionnement de cet agrosystème. Donc ça veut dire que l'on parle ici de sélection génétique des variétés dont les plants sont en partie produits par culture in vitro. Donc pratiques culturales telles que des coupes d'éclaircies, l'élagage ou l'utilisation de résidus de culture comme engrais naturels. Et on peut penser également à l'intérêt que cela représente en termes d'emploi et de diversité des produits. On peut également étudier le cas d'une forêt, d'un type de forêt particulier, donc d'une futaie jardinée par exemple, qui met en évidence des différences essentielles par rapport au modèle précédent de la forêt landaise. Donc il y a dans ce cas-là une forte biodiversité, notamment biodiversité des espèces, préservation des milieux de vie, annexes, des arbres morts qui sont laissés en place au profit d'espèces détritivores. On parle également de régénération naturelle, de prélèvement régulier et coupe partielle plutôt de peuplement. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que cette exploitation, notamment, alors ça paraît simple lorsque l'on dit les choses, mais
C'est difficile à réaliser du fait que l'expertise technique et scientifique nécessaire, notamment du point de vue de la connaissance scientifique précise du fonctionnement de l'écosystème, n'est pas toujours évidente à appréhender. Donc on peut s'appuyer sur l'idée qu'une exploitation bien menée est pratiquement invisible tant la structure du milieu de vie est maintenue. Donc on peut avoir donc des plantations pour une certaine année, donc plantation monospécifique d'une parcelle, et puis 10 ou 20 ans plus tard, on peut faire par exemple des coupes d'éclaircies qui éliminent les individus les moins développés ou ceux qui par exemple se trouvent malades. Et lorsque l'on arrive à 20 ou 30 ans, eh bien on peut faire un élagage des individus d'intérêt pour favoriser la croissance du tronc en hauteur et l'absence de nœuds. Et on peut, au bout de 40 ans, par exemple, eh bien, faire des coupes rases et récolter des agrumes. Pas des agrumes, des grumes, pardon. Eh bien, dans ces conditions-là, le label PEFC est justifié. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'après une coupe rase, il y a replantation de la parcelle, ce qui permettra un nouveau cycle de production, d'où la durabilité de ce mode de sylviculture, avec des cycles d'une quarantaine d'années à peu près. Lorsque vous avez pris le cas de la futaie jardinée, eh bien, il y a un prélèvement de 20% au maximum du peuplement de ce qui permet de maintenir les services écosystémiques de régulation, comme par exemple le stockage et la filtration de l'eau, mais également le maintien des sols et de support, donc le maintien des sols et de support en favorisant la biodiversité, par exemple le maintien des arbres morts en place, la régénération naturelle d'un grand nombre d'espèces et la préservation des mares, des lisières et des clairières. Alors, d'aspect notamment plus naturel et sans trace apparente d'une exploitation, ces forêts vont assurer aussi un service culturel de qualité. Alors, une culture en forêt jardinée, alors forêt en futaie jardinée en fait on va dire, n'est pas réalisable partout parce qu'il y a des conditions en fait. Les exploitants forestiers doivent disposer de compétences techniques et scientifiques poussées qui ne sont pas toujours le cas, c'est pas toujours présent chez ces personnes. Et les conditions géologiques et climatiques favorables à la cohabitation d'un grand nombre d'espèces différentes ne sont pas toujours réunies également. Alors, on peut faire appel évidemment à l'ingénierie écologique. Alors, c'est quoi l'ingénierie écologique ? Eh bien, c'est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler, modifier, exploiter ou réparer des écosystèmes afin d'en tirer durablement le maximum de bénéfices, notamment conservation biologique, restauration ou compensation écologique. Il s'agit de mettre en œuvre une démarche de projet. Alors toujours la même chose, vous faites des démarches telles que des recherches documentaires, récolter ou traiter des données. Pourquoi ? Eh bien pour faire appréhender les services écosystémiques, donc ces acteurs et ces mécanismes toujours, nous en avons déjà parlé, et provoquer des solutions de gestion durable des écosystèmes. Il s'agit de connaître les débats existants autour de la monétarisation des services écosystémiques. Il s'agit de comprendre également l'importance de la démarche scientifique dans une gestion éclairée et modulable des écosystèmes afin de profiter durablement des services écosystémiques. Et il s'agit enfin de prendre conscience de la responsabilité humaine et du débat sociétal face à l'environnement et au monde vivant. Donc, ingénierie écologique, prenons le cas de l'île de la Réunion. Alors, l'ingénierie écologique a un objectif, c'est celui de restaurer, de réhabiliter ou de réaffecter les écosystèmes en utilisant fondamentalement le vivant comme outil ou support de son action. Alors, à quoi vise la restauration ? Que vise la restauration ? Eh bien, rétablir les services écosystémiques les plus utiles. Les plus utiles à qui ? Eh bien, à l'être humain, mais pas que l'être humain, en s'appuyant notamment sur les capacités de résilience des écosystèmes.
On sait que la résilience est la capacité à reformer ce qui était auparavant, après destruction par exemple. La réhabilitation se révèle plus ambitieuse puisque l'on s'attachera dans ce cas à rétablir l'intégralité de l'écosystème d'origine, souvent très dégradé, notamment dans les composantes biotiques. Biotique, c'est en relation avec la vie. Le bios, c'est la vie. La réaffectation consiste à remplacer un écosystème dégradé ou non par un autre. Ça veut dire que la résilience n'est pas la même, en fait. On transforme quelque chose, non pas en quelque chose qui était auparavant, mais en quelque chose qui est différent, mais qui représentera également un écosystème particulier. Alors, ces opérations peuvent être effectuées au titre de mesures compensatoires qui sont imposées aux collectivités ou entreprises, et trouveront donc leur financement principal via la monétarisation des services écosystémiques, principe qui pourra être débattu, puisqu'on avait dit que cela posait des problèmes éthiques. Donc on peut par exemple avoir un service de support, par exemple on peut avoir, donc toujours dans ces services écosystémiques, avec une conservation biologique qui sera réhabilitée, mais aussi on peut avoir un service culturel, par exemple d'éducation, qui pourra être valorisé. Donc vous allez pouvoir vous représenter, en faisant un peu de recherche, donc les causes d'une situation de départ qui est relativement inquiétante au sujet de la disparition de la forêt semi-sèche de la Réunion, un environnement de plus en plus rare du fait des activités humaines, notamment le défrichement. Et de ses conséquences, l'incendie, les incendies, introduction d'espèces invasives qui vont coloniser le milieu. Vous pouvez également prendre conscience de la mise en place d'un projet de sauvegarde, ainsi que quelques éléments qui vont permettre d'en apprécier l'envergure. Les objectifs de préservation de la biodiversité et l'origine du financement sont bien entendu précisés également. Il y a une attente particulière qui sera apportée et qui va présenter notamment les étapes, les échéances des principales étapes du projet, dont on peut voir qu'ils s'échelonnent sur plusieurs années. En général, les projets se font à long terme. Il s'agit donc de la première phase du projet qui a depuis été renouvelée et étendue. Alors, la mise en œuvre concrète du projet s'attache à valoriser les moyens techniques et humains mobilisés malgré les conditions qui sont parfois difficiles. Donc, on remarque une connaissance scientifique poussée des espèces à sauvegarder est nécessaire, notamment au moment des prélèvements de semences où un certain nombre de critères étaient à respecter tant en qualité, donc concernant par exemple la diversité génétique des individus prélevés, tant en qualité qu'en quantité, par exemple prélèvement limité de façon à ne pas défavoriser les peuplements d'origine. Il y a une nuance entre restauration et réhabilitation qui permet d'expliquer, ou plutôt qui est expliquée, tout comme la nécessité de réaliser une évaluation des résultats obtenus. Il y a une sensibilisation du public au projet qui est mené notamment au niveau des écoles, qui ramène et qui propose donc cette notion de service culturel. Alors, par exemple, donc on peut récolter des fonds nécessaires via des mesures compensatoires. Alors là, deux cas se présentent. Soit il y a une mise à jour des connaissances sur l'écosystème à restaurer à partir de zones préservées. Alors par exemple, ça peut être des espèces à réintroduire, ça peut être également des interactions, ça peut être également des conditions du milieu de vie. Et dans ces conditions-là, on peut récupérer des semences dans les zones privées. Concernant donc cette récolte des fonds nécessaires via des mesures compensatoires, deuxième cas, on peut faire des recherches des zones favorables à une restauration ou à une réhabilitation. Bon. Ensuite, il est possible de préparer des zones à restaurer en éliminant par exemple des espèces invasives
et en maintenant les espèces indigènes. On peut réhabiliter, donc par exemple destruction totale du couvert végétal et préparation du sol. Donc dans ces conditions, la réhabilitation est possible. Alors, donc cela va conduire à la mise en place des plans sur des zones préparées. Mais également, ce qui permet cette mise en place des plans sur des zones préparées, c'est la mise en culture et la production des plants. Donc ça veut dire qu'on joue sur deux tableaux pour faire en sorte qu'il y a bien une mise en place des plans sur des zones préparées. Et dans ces conditions-là, trois possibilités. Sensibilisation du projet public, en fait. Deuxième chose, évaluation du taux de survie des plants. Et troisième chose, élimination des espèces qui seront envahissantes. Donc ça veut dire qu'on a, en fonction du temps, donc un projet qui va durer sur plusieurs années, évidemment. La restauration consiste en quoi? Eh bien, elle consiste à aider l'écosystème à se régénérer en s'appuyant sur des capacités de résilience qui sont encore présentes. Pour cela, les individus indigènes sont réintroduits alors que les espèces envahissantes, évidemment, sont éliminées. Une surveillance est faite qui tente à faire en sorte que dès qu'une espèce envahissante apparaît, ou a tendance à se multiplier, eh bien, elle est éliminée immédiatement. Enfin, du moins, c'est ce qu'on espère. Cette réhabilitation, elle consiste à recréer dans son intégralité l'écosystème d'origine sur une parcelle où les capacités de résilience sont devenues insuffisantes. Dans ces conditions, eh bien, le couvert végétal d'origine est détruit et un grand nombre de plants indigènes sont réintroduits. Donc ce qui facilite la production, ou la résilience en tout cas. Et ensuite, donc, il y a ce que l'on appelle le système de compensation écologique, donc qui a comme aspect positif d'avoir pu permettre le financement de ce projet. Donc le coût s'élève en millions d'euros. Donc ce système implique qu'il y a eu une dégradation d'un autre écosystème dans une autre région du monde, et financer ce type de projet peut se traduire par l'acquisition de droits de dégradation de l'environnement. Alors c'est inquiétant évidemment. De plus, peut-on être certain de pouvoir comparer monétairement des écosystèmes différents? Je répète, de plus, peut-on être certain de pouvoir comparer monétairement des systèmes, donc des écosystèmes en fait différents? C'est évidemment le problème qui est posé. Donc voilà, après avoir vu, donc, essayer de parler d'ingénierie écologique en restant très modeste évidemment, après avoir posé le problème d'une gestion durable des écosystèmes, des services écosystémiques de régulation, on a vu qu'il y avait notamment trois services importants. Après avoir parlé de services insoupçonnés au niveau d'une forêt, d'une surexploitation des forêts tropicales, et après avoir pris l'exemple de la remise en pratique la remise en question plutôt d'une pratique forestière, notamment une coupe rase, eh bien, on a pu comprendre qu'il y a de nombreux services rendus par les écosystèmes et qu'à travers ces services, eh bien, la gestion de ces écosystèmes n'est pas toujours évidente. La biodiversité, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle locale, est un phénomène entre guillemets complexe, dont la gestion est elle-même très complexe. Le cours est terminé. Merci.